Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est évidemment avec un immense plaisir et une très grande joie que je vous accueille ici pour la cérémonie de rentrée académique 2024-2025 de notre faculté Jean Blou Agrobiotech. Je voudrais juste féliciter nos nouveaux étudiants, nos chers lapins, pour avoir choisi de rejoindre notre communauté jean-bloutoise. Les anciens présents ne vont certainement pas me contredire, vous avez tellement bien fait. Avant de laisser la parole à Monsieur le doyen et le professeur Frédéric Francy, je voudrais préciser que la leçon inaugurale nécessitera votre participation à toutes et tous. Exceptionnellement donc, je vous autorise à garder vos téléphones intelligents allumés, à portée de main, mais en mode silencieux évidemment pour assurer la sérénité des présentations. La 4G est disponible, mais logiquement, le réseau Wi-Fi, lui aussi, est disponible et les codes d'accès sont dans la salle et aussi projetés ici derrière moi. Donc pour participer durant la leçon via Woodclap, il vous suffira de scanner le code QR qui va apparaître sur l'écran. Vous répondrez aux petites questions très simples. À noter que quand vous avez choisi la réponse dans Woodclap, n'oubliez pas de valider pour que ça soit pris dans le sondage. Donc je reviens à la fin de la cérémonie pour les aspects pratiques de clôture de cette soirée, qui je l'espère restera mémorable. Merci, bonne rentrée académique. Bien, monsieur l'ambassadeur, monsieur le gouverneur, monsieur le bourgmestre président, madame la rectrice, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les représentants des pouvoirs exécutifs, législatifs, fédéraux, régionaux, communautaires, provinciaux et communaux, mesdames et messieurs les représentants des ambassades, monsieur le commissaire du gouvernement, mesdames et messieurs les vice-recteurs, vice-rectrices, doyens, vice-doyens et professeurs, mesdames et messieurs en vos titres et qualités, chers étudiants, chères étudiantes. Si cette cérémonie d'ouverture de l'année académique 2024-2025 sur le campus de Jean Blou est l'occasion de rencontres amicales et confraternelles, c'est aussi le moment de partager avec force les liens qui nous lient, d'illustrer les dernières nouvelles de la vie jean-bloutoise et la beauté de diverses réalisations sur le campus, sans oublier la sagesse des lieux, nos vieux murs de Jean Blou. Je dois excuser Mesdames les ministres Anne-Catherine Dalck et Madame Neven qui nous ont prévenus en début d'après-midi de leur absence, ainsi que les vice-recteurs Frédéric Schounart et Pascal Poncin. Mais permettez-moi tout d'abord d'évoquer les mémoires de membres de notre communauté universitaire disparus au cours de l'année académique écoulée. J'ai à cœur d'évoquer ici la mémoire de M. Rodolphe Deleu, engagé à l'IRSIA en 1972 en tant qu'ingénieur technicien au sein de la chaire de chimie analytique où il a réalisé toute sa carrière. M. Michel Séverin, professeur de chimie générale et organique, engagé en 1960 comme assistant, il assurera les fonctions de premier assistant et puis successivement jusque celle de professeur ordinaire depuis 1981, sans oublier un mandat de vice-recteur de 1984 à 1988. Nous gardons le souvenir de personnes dévouées à leur institution. À leur famille, nous réitérons nos sincères condoléances et je vous demande une minute de silence à leur mémoire. Merci. Mesdames, Messieurs, dans une communauté, après avoir servi de leur mieux Jean Blou Agrobiotech, les plus anciens s'en vont pour une retraite bien méritée. Cette année, 4 membres du personnel ont été admis à la retraite. Mesdames et Messieurs, Marie Jacob à l'administration des ressources financières, Béatrice Lagrange à l'axe eau, échange eau-sol-plante, Bernard Pochet à la bibliothèque et Jules Latour à l'axe Plant Science. À chacune et à chacun, nous adressons notre très sincère remerciement pour tant d'années passées au service de la faculté, pour leur dévouement et leurs compétences qu'ils ont mises au service de la communauté universitaire. Nous leur souhaitons une retraite épanouissante et active, certains d'entre eux sont parmi nous. Merci à toutes et à tous et je vous propose de les applaudir.
De nouveaux collègues ont également rejoint notre famille jean-bloutoise. Il s'agit de mesdames et messieurs Isabelle Rosin comme responsable des relations internationales pour le campus de Jean-Blou, Mélanie Rigaud comme agent administratif au TCANA, Jonathan de Monti au service communication et Lélania Vincent Sperazza comme professeur d'anglais. Mesdames et messieurs, comme il est de tradition depuis plusieurs années, je souhaiterais laisser maintenant la parole aux étudiants, donc à messieurs Timothy Deben et Simon Van Meurac de l'Association royale des étudiants de Jean-Blou, ainsi que Damien Baudouin de la Fédé Jean-Blou et Yao Apeknik B pour le Cercle international des étudiants. Donc, à vous la parole. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, bonsoir. C'est avec joie et fierté que je m'adresse aujourd'hui à vous au nom de la Fédé Jean-Blou, anciennement CRE, dans le cadre de notre traditionnelle rentrée académique, ici dans le Sangor, l'auditoire où tout a commencé pour beaucoup d'entre nous. Notre motivation en tant qu'organe représentatif des étudiants de Jean-Blou Agrobiotech est de les soutenir, communiquer avec eux et les informer sur une multitude de sujets qui concernent la vie étudiante. Cela passe par la nomination des délégués, les demandes de changement d'horaire d'examen, la gestion d'Ivalens qui, pour vous contextualiser, est un programme d'évaluation de la qualité d'enseignement dans les différents cours, rempli par les étudiants eux-mêmes, qui permet aux professeurs et aux chargés de cours de s'améliorer d'année en année. Nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir représenter les étudiants de notre faculté et travailler ensemble avec les organismes décisionnels pour pouvoir offrir aux étudiants le meilleur en termes d'enseignement et de conditions de travail. J'aimerais maintenant remercier toutes les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin dans notre organisation par le passé et qui ont permis que nous reprenions le flambeau cette année dans les meilleures conditions possibles. Un merci tout particulier aux deux coprésidents de l'année académique 2023-2024, Cyril et Karel, qui ont fait un travail colossal, on peut le dire, pour défendre l'intérêt des étudiants au sein de notre faculté. Entre la mise au point d'un questionnaire de type Evalens pour les TFE, une participation active et engagée dans le cadre du projet de la réforme du cycle de bachelier bio-ingénieur et la création d'enquêtes auprès des étudiants pour le dossier concernant l'agrandissement des logements étudiants. Merci à eux. Je pourrais rester aujourd'hui pendant 1 heure à vous parler de ce que la Fédé Jean-Blou a déjà fait et des projets qu'on a pour le futur, mais j'ai simplement pas le temps. Donc nos ambitions actuelles ne sont en fait qu'un simple suivi du travail déjà fourni en amont par nos prédécesseurs, en plus de quelques projets qui devront voir le jour dans les prochains mois. Nous allons continuer à nous battre pour offrir aux étudiants la possibilité de s'exprimer et donner notre énergie pour faire avancer les projets en cours, qui selon moi pourraient bien être un nouveau chapitre dans l'histoire académique de Jean-Blou Agrobiotech. Merci à toute l'équipe actuelle, j'ai hâte de faire ce petit bout de chemin avec vous et de voir où ça nous mène. Je vous remercie toutes et toutes pour votre attention et je vous souhaite une très bonne rentrée académique. Mesdames et messieurs, chers étudiants, le Cercle international a toujours été un carrefour, un foyer accueillant pour tous les étudiants, que ce soit internationaux ou locaux, au sein de notre prestigieuse faculté de Jean-Blou. Mais pourquoi? Parce que nous croyons au partage, nous croyons à l'entraide, nous croyons à la solidarité, nous croyons qu'à Jean-Blou, nous sommes tous une grande famille. Je conçois le CIE comme un arbre dont chacun d'entre nous devra apporter de l'eau, des ressources minéraux pour favoriser son développement. Cet exercice n'est pas seulement bénéfique à chacun d'entre vous, mais elle est bénéfique aussi à tous ceux qui vous entourent. Car, comme on dit, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. Nous nous engageons avec des partenaires au sein de la faculté de Jean-Blou dans la lutte contre les injustices et toute forme de discrimination parce que nous voulons qu'à Jean-Blou, tout le monde se sente respecté. Madame la rectrice, monsieur le doyen, membres de la faculté de l'Université de Liège, étudiants et étudiantes, je vous invite à nous rejoindre dans notre belle aventure. Mais comment? En nous supportant lors de nos différentes activités, en participant activement à notre vie de cercle et surtout, n'oubliez pas de mettre dans vos agendas, jeudi le 28 novembre 2024 aura lieu le tour du monde gastronomique du CIE. Au nom de mon équipe, je vous souhaite une très belle rentrée académique. Merci.
Madame la rectrice, monsieur le doyen, monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les professeurs, chers étudiants, chères étudiantes, chers membres âgés, mesdames et messieurs en vos titres et qualités. Avant d'entamer la nouvelle année académique, revenons sur la précédente. Différents événements ont été organisés avec brio, notamment les traditionnelles 6 heures brouettes, qui ont cependant été entachées par une météo plus que maussade. Cette épreuve nous a prouvé la qualité de notre organisation et la résilience de nos membres. Bien que l'événement fût une réussite, l'affluence manquait à l'appel, ce qui a engendré des pertes financières conséquentes. Comme pour tous nos projets et activités, nous tenions encore une fois à remercier l'ensemble des autorités facultaires pour leur écoute, bienveillance et réactivité. Bien que la crise que nous avons connue en 2020 a été une épreuve pour notre association, les différents comités qui se sont succédés ont et continuent à œuvrer à l'amélioration de notre cher AG. Nous continuons d'apprendre de nos erreurs grâce au soutien des anciens comités qui apportent leur expérience tout en laissant porte ouverte au changement. Depuis quelques années, un projet a germé au sein de nos vieux murs. Aujourd'hui, il continue de s'enraciner à quelques pas de la faculté. Nous sommes ravis de participer au développement de Jean Bloubir, qui réunit différentes générations de Jean-Bloutois. Cependant, nous sommes forcés de constater que le projet n'est pas tel que nous l'imaginions au départ. Nous sommes bien conscients qu'un projet d'une telle ampleur amène à être confronté à de nombreux défis. La différence de point de vue au sein des différentes parties prenantes a parfois entraîné de grandes discussions qui nous ont laissé penser que le projet s'est éloigné de son objectif initial. Nous restons cependant optimistes quant à l'avenir de Jean Bloubir. Il est aussi de notre devoir de rester proactif dans cette entreprise qui réunit notre communauté. En parlant de la grande famille jean-bloutoise, nous souhaitons la bienvenue aux lapins et à tous les nouveaux étudiants qui nous ont rejoints cette année. Votre aventure dans nos vieux murs s'annonce plein d'apprentissage, de rencontres et de souvenirs indéfectibles. Nous espérons que votre épopée jean-bloutoise sur les bancs des auditoires et au sein de l'AG vous apportera les valeurs si chères qui sont les nôtres. Étant aussi adeptes des bancs de notre faculté, nos cours de zoologie nous amènent à constater une chute libre du taux de production de nos chers lapins. Ce qui nous préoccupe quant à l'avenir de notre association et de notre belle faculté. De ce fait, les futurs bio-ingénieurs que nous aspirons à devenir se hâtent toutefois à l'augmentation du taux d'accroissement de la population de Jean-Bloutois. En collaboration avec la faculté, une nouvelle initiative a notamment vu le jour, le projet RETO. Celui-ci consiste à promouvoir notre faculté au sein des établissements secondaires via l'aide des étudiants. Avant de clôturer, petit saut dans le temps, retour en 1925. Des étudiants ont décidé de se rassembler et de former une association qui perdure encore aujourd'hui et que vous connaissez tous sous le nom d'Association Générale des étudiants de Jean Blou Agrobiotech, qui est à l'aube de son 100e anniversaire. Nous nous attelons d'ores et déjà à l'organisation de cet événement qui s'annonce grandiose. Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 13 septembre 2025 à l'AG. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente année académique. Mesdames et messieurs, cette rentrée académique 2024-2025 est une année qui sera active à plus d'un titre. En termes d'inscription, nous comptons 444 étudiants de bachelier, 367 de master, dont 54 nouveaux inscrits. Soulignons le taux de réussite de plus de 50% en première bachelier cette année. Avec 379 doctorants, le lien entre formation et recherche ne faiblit pas. Notre rythme de plus d'un docteur diplômé à Jean Blou par semaine s'est encore poursuivi, avec 50 diplomations durant l'année écoulée, ce qui fait de notre faculté la deuxième en importance au sein du Liège. De nombreux postes à responsabilité sont assumés par des diplômés de notre alma mater. Preuve évidente de la pertinence de la formation s'il fallait encore en faire la promotion. L'actualité très récente me pousse à le souligner à nouveau en prenant comme exemple nos deux consoeurs, ministres régionales wallonnes, Mme Cécile Neven et Anne-Catherine Dalk, mais aussi Mme Asma Djebri, nouvelle ministre tunisienne, et notre confrère Michel Jerebzov, nouvel ambassadeur de Belgique à Moscou.
Au niveau des interactions et de l'implication de Jean Blou Agrobiotech dans les réseaux internationaux, nous avons consolidé nos liens avec AgriNatura qui regroupe 27 institutions européennes actives dans le développement durable de l'agriculture, ParisTech avec notamment le renouvellement de la convention de codiplomation pour 5 ans en plus des synergies dans le cadre des projets européens, les RAIF, donc l'école régionale post-universitaire d'aménagement et de gestion intégrée des forêts et territoires, qui correspond aussi à la plateforme de l'Université de Liège pour le Centrafrique, dans le cadre notamment de notre joint faculty avec notre institution sœur, l'UGent. Toute une série également de partenaires, notamment au Bénin, au Burkina, en RDC, au Sénégal et bien d'autres, dans le cadre de nouveaux projets ARES, PRD et PFS, 5 nouveaux démarrés cette année, également coordonnés par des Jean Bloutois. J'en profite pour saluer la présence de l'administrateur de l'ARES. Jean Blou Agrobiotech, c'est aussi une communauté active qui s'illustre dans une diversité d'initiatives avec un ancrage territorial en province de Namur, démontrant la force de nos ambitions à diverses échelles. Une collaboration accrue est impulsée à travers le comité stratégique de Jean Blou Agrobiotech Liège, présidé par le gouverneur que je salue, et avec les partenaires tels que le BEP, donc le Bureau économique de la province, New, Namur Europe, Wallonie. Des collaborations concrètes, notamment avec la Haute École de la province de Namur et la Haute École Albert Jacquard, sont en cours. Jean Blou Agrobiotech, c'est aussi une communauté active et la force de ressources humaines. Nouveauté cette rentrée, la poursuite et la rénovation de bâtiments par nos équipes techniques en interne, et je les en remercie. Également, une étude de programmation pour l'ensemble du campus de Jean Blou, et également la rénovation et un projet de nouvelles chambres d'étudiants à venir. J'en profite pour remercier les autorités institutionnelles. Sans flatterie, l'intérêt principautaire envers sa faculté agronomique n'a pas dans le passé été toujours identique. Dire la vérité, pratiquer la justice, agir avec droiture, nous l'aurons dit. Jean Blou Agrobiotech, c'est un mélange de tradition et d'innovation. Nous évoluons dans un monde dynamique, caractérisé par un accroissement toujours plus rapide de modifications et de questionnements, et d'actions nécessaires parfois lentes dans leur mise en œuvre. L'innovation en agriculture a d'abord ciblé la production primaire, puis la transformation et la distribution. L'adoption des principes durables couplés au développement de stratégies innovantes a ouvert la voie à des systèmes alimentaires à la fois productifs et écologiquement responsables. Une agriculture, on devrait plutôt dire des agricultures. Qui peut imaginer éviter les notions de multiplicité, incluant durabilité et résilience? De pleine terre ou hors sol, l'agriculture est le lien entre le consommateur et le producteur. Sans dogmatisme, l'innovation agronomique du XXIe siècle doit être guidée par une vision holistique et systémique où la diversité et la collaboration doivent être au centre des solutions envisagées tout en tenant compte de l'évolution des défis actuels et à venir. À l'université, plus qu'ailleurs, les valeurs doivent être au centre de nos préoccupations, au quotidien. Écoute ta conscience, allez ton juge. Si calculer le travail est de rigueur chez les bio-ingénieurs, cela n'implique pas d'éviter le travail. Contourner l'obstacle plutôt que de le franchir est un mode de fonctionnement contemporain de plus en plus récurrent. Aussi, dans la mise en œuvre d'approches agronomiques combinées, conventionnelles, originales, voire farfelues aux premiers abords, sans tomber dans le phototropisme positif spontané et l'aveuglement, un peu de lumière tout de même, que la sagesse guide nos pas. Mesdames, Messieurs, comme il est de tradition lors de la cérémonie d'ouverture de l'année académique, nous mettons à l'honneur des recherches et des domaines d'expertise de professeurs de Jean Blou Agrobiotech. Le sujet de la leçon du jour, l'innovation en agriculture au-delà des frontières académiques. Elle sera assurée par le professeur Jijacli, diplômé ingénieur agronome défense et végétaux en 1991, puis docteur en sciences agronomiques en 1996. Sur un sujet de lutte biologique des produits de post-récolte, il assumera ensuite les fonctions de premier assistant en 1997 jusqu'à professeur ordinaire depuis 2019. Auteur de 130 articles dans des revues internationales peer review, entre chercheurs et entrepreneurs, le professeur Jijacli est aussi consultant, fondateur de 3 sociétés et auteur de 10 brevets. Chaque année, à thème correspond une succession d'activités sur le campus. Je me permets de vous en citer quelques-unes.
Les leçons de la chaire Franqui 2024-2025 à Gembloux seront assurées par la professeure Christine Aubry, directrice de la chaire Agriculture urbaine, services écosystémiques et alimentation des villes de la Fondation AgroParisTech. En janvier 25, le lancement d'un programme de formation européen dédié à l'autonomisation des acteurs du développement urbain dans le cadre d'un projet Interreg. En avril 25, des journées internationales francophones en agriculture urbaine se dérouleront pour la première fois dans un pays du Sud, à Dakar, au Sénégal, sont organisées en partenariat avec Paritech. En mai 25, le premier symposium européen sur l'innovation en agriculture, organisé dans le cadre de l'initiative innovante stratégique Wasabi 2.0. Et en juin 25, l'inauguration du potager et verger communautaire de la plateforme Wasabi, en partenariat avec la ville de Gembloux. En lancement de ce programme, je vais à présent laisser la parole au professeur Essam Djijakli pour présenter la leçon inaugurale de cette nouvelle année académique. À toi la parole. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le bourgmestre, mesdames et messieurs les représentants des pouvoirs fédéraux, régionaux, provinciaux et communaux, mesdames et messieurs les représentants des ambassades, madame la rectrice, monsieur le doyen, madame, monsieur en haut titre garde des qualités, chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, chers amis. C'est un honneur pour moi de vous présenter la leçon de rentrée académique 2024-2025 de notre faculté. Mon exposé comportera 5 parties. Permettez-moi de vous parler en tout premier lieu de l'innovation. L'innovation a toujours fait partie intégrante de l'agriculture. Grâce à l'observation, la réflexion et la capacité d'idéation de nos ancêtres, l'innovation est même à la base de la naissance de l'agriculture et de l'élevage. La production agricole et l'élevage apparaissent d'abord dans le croissant fertile, au Moyen-Orient, aux environs de 9000 ans avant Jésus-Christ. Blé et chèvre furent domestiqués à cette époque, puis d'autres spéculations dans d'autres pays du monde, souvent de façon indépendante et parallèle. Il s'agit là de la première révolution agricole. De chasseurs-cueilleurs, les hommes deviennent agriculteurs-éleveurs et se sédentarisent dans des petites communautés. Sur le plan individuel, la domestication de quelques espèces demande des efforts considérables, ne rapportant que peu à l'individu, mais donnant un avantage à l'échelle de l'Homo sapiens. Notamment une croissance exponentielle de l'espèce et une libération de son temps pour innover. Tentons brièvement de définir l'innovation et son application en agriculture. L'innovation, c'est le processus de création, d'introduction et d'adoption réussie de nouvelles idées, de méthodes, de produits ou de services qui rapportent une valeur ajoutée et favorisent le changement dans un contexte donné. En agriculture, elle porte non seulement sur les produits et les procédés, mais également sur l'économie, le marketing. L'innovation peut également être sociale, organisationnelle ou encore dirigée sur la gouvernance. Au XXe siècle, l'innovation la plus impactante repose sur la mécanisation. Liée à une énergie carbonée bon marché, elle a fondamentalement changé notre rapport à la biomasse, passant du régime solaire agraire à minier industriel. Ce passage a permis une croissance spectaculaire des rendements agricoles, appuyée notamment par une protection des plantes essentiellement basée sur des pesticides chimiques. Puis, la spécialisation des systèmes de production et des filières, l'urbanisation croissante et le développement du commerce international ont provoqué la rupture des transferts locaux de biomasse et de nutriments. Élevage, culture, rupture entre ville et campagne, forêt, culture. Ce passage d'une économie circulaire à linéaire a engendré 3 problèmes majeurs. L'épuisement des ressources naturelles, le transfert des problèmes du nord global vers le sud global et des effets à retardement climatiques et environnementaux qui ne se sont pas cristallisés immédiatement. Au tournant du XXIe siècle, l'innovation en agriculture, partiellement consciente de ces 3 problèmes majeurs,
ne s'est plus concentrée uniquement sur la productivité. Elle a été guidée par l'application des 3 piliers de la durabilité et concerne divers aspects du système alimentaire, de la production primaire à la transformation, la distribution. L'adoption des principes durables couplés au développement de stratégies innovantes ouvre la voie à des systèmes alimentaires productifs et sans doute de plus en plus écologiquement responsables. Quelles sont ces avancées innovantes qui visent le respect de la durabilité? La Belgique, et singulièrement la Wallonie, n'est pas en reste dans l'atténuation de ces problèmes fondamentaux. Ainsi, d'après les données communiquées par la Foire de Libremont, moins de 9% du total des émissions de gaz à effet de serre sont issues de l'agriculture en Belgique, avec une diminution de 22% comparée à 1990. De nouvelles formes d'agriculture et des pratiques innovantes percent en Wallonie. Passons-les en revue. L'agroécologie change notre rapport à la nature. Avant elle, il s'agissait de produire malgré la nature. Depuis son apparition, les pratiques agroécologiques permettent de produire avec la nature. L'agroécologie consiste à valoriser l'écologie en agronomie, mais pas seulement. Elle vise à la production de la biodiversité et des ressources, organiques, hydriques, énergétiques. Elle promeut les circuits courts et la diversification, source de résilience. Elle englobe la sphère socioculturelle et politique. Bref, l'ensemble des acteurs clés pour assurer son développement et son implantation à plus grande échelle. Les pratiques agroécologiques doivent être envisagées à l'échelle du territoire. L'agroécologie prend son envol chez nous. Et en voici 2 exemples concrets. Régis Collin, il s'occupe de la ferme du Champ des Noces à Chastres. Il ne labore plus cette terre depuis plus de 10 ans et est en production bio depuis 6 ans. Il pratique l'agriculture biologique de conservation des sols. Grâce à ces pratiques, il observe une meilleure vie du sol et une meilleure structure du sol. Même par temps de fortes pluies, et on sait qu'on en a eu cette année, plus de coulées de boue. Il a également installé un réseau de bandes herbeuses afin de favoriser la faune et la flore et maintenir un équilibre prédateur-ravageur. Il est l'un des rares à ne pas avoir rencontré de problème de limaces cette année. Ces rotations tournent autour des céréales panifiables, qu'il valorise grâce à un moulin et à l'atelier de boulangerie installé à la ferme. La vente à la ferme, les visites d'école et l'appartenance à des réseaux d'agriculteurs ont permis à la fois des revenus corrects et une belle intégration de son projet dans la société. À la ferme de Warel à Enghien, Étienne Allard pratique la polyculture sur 120 hectares et l'élevage de 55 vaches laitières en agriculture de conservation, et lui depuis 20 ans. Il a installé une microstation de biométhanisation, un moulin à la ferme et vend sur place les produits de son travail. Produits divers, farine, moutarde, fraises, légumes. Le focus principal est la santé des sols, qu'il maximise par des couverts végétaux diversifiés, par l'allongement de la rotation, par des associations culturelles et un amendement organique issu bien évidemment du fumier de ces vaches. Il œuvre un maximum à diminuer, voire supprimer complètement les intrants chimiques. Il n'utilise presque plus d'insecticides ni de fongicides et travaille avec des biostimulants. Grâce à cela, et à la vente à la ferme, il gagne en autonomie et s'en sort au niveau pécuniaire. Il est même certifié dans la captation du carbone, qui lui rapporte un petit bonus financier via Soil Capital. Aujourd'hui, en Wallonie, il existe 18 groupements d'agriculture en agroécologie, 18 GAA, et il existe aussi le réseau de terre à haies constitué d'une 40aine de fermes. En Wallonie toujours, des fermes horticoles basées sur les principes de la permaculture se développent. Les principes éthiques de celles-ci sont prendre soin de la nature, de l'humain et distribuer équitablement les ressources. La permaculture intègre les pratiques de l'agroécologie
la construction écologique, les énergies renouvelables, dans une vision pragmatique et souple, pouvant être adaptée à chaque territoire, aux besoins et aspirations de chaque personne ou communauté. Elle est en fait bien adaptée à des fermes de petite taille. Par exemple, la ferme horticole de La Préale, dans le Condro namurois, a été initiée par Olivier Lefebvre, ancien patron de la Bourse de Bruxelles. Quel grand écart! La ferme est arrivée à maturité pour sa production maraîchère. Malgré la météo capricieuse de cette année, le maraîchage affiche une belle saison. Les serres, atout majeur dans ces conditions météo, ont permis de protéger les cultures des limaces, des intempéries, garantissant ainsi des récoltes quand même assez abondantes. 8 personnes conduisent leur projet sur la ferme, qui reçoit la visite de près de 150 familles par semaine. Basée sur cette expertise, l'association Permaproject aide à l'installation et au démarrage de projets professionnels de maraîchage basés sur cette permaculture. L'effet multiplicateur devrait être au rendez-vous. L'agriculture urbaine se développe aussi en Belgique. Elle consiste à cultiver des plantes, élever des animaux dans et autour de la ville, à éventuellement les transformer et les distribuer dans la ville. Il y a là sans doute un cumul de métiers, mais nous savons que la marge bénéficiaire est surtout obtenue sur le produit fini. Les systèmes sont surtout tournés vers la production de fruits, de légumes, d'animaux de petite taille et de produits dérivés, des produits à haute valeur ajoutée. Ces systèmes doivent être adaptés aux lieux de production. Ainsi, ils peuvent être basés sur de la pleine terre, en périphérie des villes. Des techniques hors sol se retrouveront, elles, surtout en zone imperméabilisée. Ainsi, des terres en toiture apparaissent, des caves sont occupées par la culture de champignons ou de micro-pousses. L'agriculture urbaine est de nature à participer aux enjeux d'un développement durable. Elle présente en fait de nombreux bénéfices basés sur les 3 piliers de la durabilité. En Europe, la production urbaine en tant que telle reste souvent anecdotique. Elle n'a pas pour finalité d'entrer en concurrence avec l'agriculture rurale, mais de lui être complémentaire. Elle a en tout cas le mérite de rapprocher les producteurs et consommateurs et de valoriser nos produits locaux. L'agriculture urbaine est réapparue chez nous grâce au mouvement de citoyens. Par exemple, plus de 80 hectares de potagers communautaires prennent place aujourd'hui à Bruxelles. Des fermes urbaines à vocation commerciale se développent sur base de techniques pleine terre et hors sol. Alors qu'en 2013, 11 entreprises agricoles urbaines existaient en région Bruxelles-Capitale, elles sont aujourd'hui au nombre de 46. D'autres projets, périurbains ceux-là, s'inspirent de l'expérience historique de la ceinture alimentaire de Liège. Ainsi, Charleroi, Verviers, Tournai et dernièrement Namur lui emboîtent le pas. De par le monde, la protection des plantes repose encore fortement sur l'application de pesticides chimiques. Pourtant, ce secteur est aussi bousculé par l'innovation, et notamment par la recherche de solutions durables issues de la nature, les biopesticides. Ils contiennent des micro-organismes, des extraits de plantes ou encore des substances naturelles. Ainsi, depuis 6 ans, le nombre de matières actives biologiques agréées en Europe est plus important que celui des matières actives chimiques. Sur 455 matières actives autorisées en Europe, 40% sont d'origine biologique. Et les biopesticides occupent environ 10% du marché en termes de chiffre d'affaires. Une croissance annuelle de 16% y est attendue. En Belgique, on constate une diminution de l'emploi des matières actives en général. Et cette diminution est passée de 7000 tonnes en 2014 à 5500 tonnes en 2020. Il m'a malheureusement été difficile de trouver la part occupée par les biopesticides chez nous. Par contre, la Wallonie est dynamique dans le développement de ceux-ci. Au moins 10 sociétés participent au développement et à la commercialisation des biopesticides
où vous voyez s'afficher les logos de ces différentes compagnies. Notre faculté Jean-Bleu Agrobiotech est l'un des terreaux les plus fertiles en Belgique dans ce domaine. Grâce à l'intervention et la collaboration entre plusieurs collègues et l'interaction de plusieurs disciplines, aboutissant notamment à la création de 3 spin-offs, APO, Bionex, Lipofabrique, et d'autres spin-offs sont encore à venir. Voici ici une première indication que le monde académique est capable de sortir de ses frontières lorsqu'il a l'esprit entrepreneurial. Depuis le début du XXIe siècle, nous avons assisté à des pas de géant dans les innovations liées à la digitalisation. Ceci n'est pas une fin en soi. Elle est d'abord un outil qui doit rencontrer les besoins réels des agriculteurs. Alors que les nouvelles technologies numériques sont souvent développées d'abord dans d'autres secteurs que l'agriculture. Pourtant, les technologies du numérique peuvent rendre des services aux agriculteurs. En Wallonie, une enquête récente de la banque CBC en 2022 révèle que 6 agriculteurs sur 10 utilisent les outils numériques, principalement pour les aspects administratifs, mais pas seulement. En grande culture, 50% des agriculteurs wallons utilisent le guidage par satellite. L'Internet des objets rencontre un franc succès au travers des stations météo connectées. Ne coûtant que 300 €, elle constitue un outil précieux d'aide à la décision pour les traitements des cultures notamment. La télédétection par satellite ou drone est prometteuse, notamment dans l'optimisation des apports d'engrais, mais elle ne rencontre pas encore le succès escompté, puisque moins de 0,1% des surfaces utilisent ce type de technologie. Enfin, les robots font leur apparition, timides certes, 5 robots en 2024, mais avec un potentiel important d'utilisation, notamment dans le contrôle des adventices en grande culture. Mais nous devons continuer à innover. Et surtout, ces innovations doivent rencontrer l'adhésion de tous si nous ne voulons pas rester à la croisée des chemins. Et là, nous y sommes. Voilà. La croisée des chemins. En effet, doit-on rester en agriculture intensive ou aller vers une production agroécologique? Doit-on intégrer plus d'outils du smart farming? Faut-il supprimer le hors-sol, souvent décrié, ou le rendre plus durable? Remplacer les pesticides chimiques par les biopesticides, ou aller encore plus loin et adopter le zéro phyto? Venons-en à la troisième partie de ma présentation. À quoi doivent répondre les innovations déjà évoquées et à quoi devront-elles répondre dans le futur? Ce n'est, je l'espère, plus un secret pour personne. Nous surexploitons les ressources de notre planète. Les scientifiques quantifient ces faits, et notamment l'équipe de Rockström qui nous montre que nous avons dépassé 6 des 9 limites planétaires. Ces dépassements sont en train de rompre les équilibres globaux de notre planète. Il s'agit de la perte de la biodiversité, de la perturbation du climat, du changement de l'occupation des terres, de la perturbation des cycles de l'azote et du phosphore, et en 2022 sont venus s'ajouter la perturbation des ressources hydriques, l'eau verte, en particulier celle qui supporte la croissance des plantes qui est localisée, et la présence pléthorique de molécules synthétiques sans toujours connaître leur impact réel sur notre environnement. L'actualité nous rattrape, puisqu'une 7e limite, l'acidification des océans, devrait bientôt être dépassée elle aussi. Le dépassement de ces limites impacte profondément l'agriculture. Mais l'agriculture contribue elle aussi à dépasser en retour ces limites. Et les innovations doivent répondre à ces défis. Alors c'est le moment de prendre votre smartphone. Certains l'ont déjà en main, je vois.
Et donc, vous pouvez scanner le QR code. Est-ce que tout le monde... Une autre façon de faire, c'est d'aller sur booklab.com et insérer le code agroenv. Si ça ne marche pas. Bien. C'est bon? Très bien. Alors, on peut passer à la question. Là, il y aura 2 questions. Et donc, la première question, quel est l'impact du secteur agroalimentaire sur l'émission de gaz à effet de serre? Ah, on me dit dans l'oreillette, merci, cher maître de cérémonie, que vous ne devez pas oublier de valider. Alors, je vois que les réponses continuent. Il vous reste 5 secondes. C'est comme un jeu télévisé, hein. Si nous ne sommes pas dans les temps. Très bien. Alors, je vois que la majorité ont répondu de 20 à 30%. Vous êtes bien instruits. C'est en fait 25 à 26% des gaz à effet de serre qui sont, dont l'agroalimentaire est responsable. Deuxième question. Quelle est la part d'eutrophisation liée à l'agriculture? Là, ça va un petit peu plus vite parce qu'on a pensé que vous étiez déjà prêts sur le vif. Donc, il vous reste une dizaine de secondes. Voilà, voilà. Le décompte est enclenché. Terminé. Alors, je vois une majorité qui pense entre 60 et 70%. Et si nous passons à la dia suivante, vous allez voir qu'en fait, l'agriculture est responsable d'environ 78% des phénomènes d'eutrophisation. Vous voyez aussi qu'elle utilise 50% des ressources terrestres habitables et 70% de l'eau douce. Il est donc urgent de transformer radicalement notre système alimentaire. Mais comment respecter les limites planétaires tout en permettant un partage correct de ces ressources limitées? Le 15 mai 2024, Ursula von der Leyen, lors de son discours au Parlement européen en ouverture de la conférence Beyond the Growth, au-delà de la croissance, déclarait que le modèle d'une croissance fondée sur les énergies fossiles est obsolète. Elle n'est pas une apôtre de la décroissance, non. Mais pour elle, la croissance doit être au service des personnes et de notre futur. Elle indique encore: nous savons que l'avenir de nos enfants ne repose pas uniquement sur le PIB, mais sur le monde que nous construisons pour eux. La boussole économique du PIB aurait donc fait son temps. Au XXIe siècle, une nouvelle boussole économique devrait nous inspirer, celle du donut, développée par Kate Travers. Pour tendre au bien-être de nos sociétés, il faut inscrire notre économie dans un espace juste et sûr, situé entre un plancher social et un plafond environnemental. Chaque personne doit pouvoir prétendre à un minimum de ressources, matérielles, sociales, culturelles. Le progrès, dans une économie globale, ce n'est donc pas une croissance continue et illimitée du PIB, mais c'est inscrire les besoins humains dans les limites de la planète. Aujourd'hui, Amsterdam est pionnière dans l'application de la théorie du donut, notamment en matière d'alimentation, favorisant le local et le circulaire. Et une 70aine de villes ont choisi de s'inspirer du donut, dont Bruxelles. La circularité peut contribuer fortement à cette économie du donut.
Dans les systèmes alimentaires circulaires, les déchets, par exemple les déchets alimentaires, les directions animales, les déchets donc, la surconsommation et le gaspillage sont minimisés. Et s'ils sont inévitables, ils sont alors utilisés, recyclés de la manière la plus durable possible. Par contre, il ne faut pas se faire d'illusions. La biomasse, même si elle est renouvelable, elle est loin d'être illimitée. Donc, le premier enjeu est de prioriser la réduction absolue des flux. Prélèvement de ressources à l'entrée, émission à la sortie. Nous devons impérativement diminuer le métabolisme de nos sociétés. Le deuxième enjeu est alors de prioriser les usages des biomasses afin de limiter les concurrences sur cette ressource limitée. La question des concurrences entre l'alimentation animale et humaine est particulièrement prégnante. La refonte du système alimentaire européen pourrait apporter des avantages environnementaux à l'Europe et au monde, s'il se base sur les principes de circularité. En 2023, la professeure Van Zanten de l'Université de Wageningen a envisagé 3 scénarios de circularité comparés à un scénario agricole de base. Prenons ce premier scénario agricole de base. Il est centré sur les sources protéiniques essentiellement d'origine animale, sans circularité particulière. Ce scénario occupe, vous pouvez le lire, 172 millions d'hectares. Il permet de nourrir la population européenne avec un dégagement de 1,12 tonnes de CO2 par personne et par an pour cette nourriture. Le deuxième scénario a pour objectif de réduire l'utilisation de la surface agricole. Il se base aussi sur une consommation riche en protéines animales, mais en introduisant ici la circularité des déchets pour nourrir les animaux et pour la fertilisation des sols. Cette seule circularité permet de passer de 172 millions d'hectares à 50 millions d'hectares, avec une réduction sensible de l'empreinte carbone. Le troisième scénario, il intègre en plus une alimentation où la protéine est essentiellement d'origine végétale. La surface cultivée est toujours de 50 millions d'hectares, avec une réduction de 40% en CO2 par rapport au premier scénario. Je vous rappelle que c'est l'objectif de diminuer de 40% le CO2 en Europe à l'horizon 2030. Enfin, le quatrième scénario est basé sur le même principe, avec un objectif de nourrir la population européenne et d'autres populations, jusqu'à plus de 760 millions d'individus. Ici, forcément, nous remontons en surface avec 167 millions d'hectares utilisés, mais une réduction toujours de 40% de l'empreinte carbone. Qui peut encore dire qu'il faut choisir entre agriculture et écologie? Ces deux derniers scénarios sont appuyés par le comité Eat Lancet, qui nous indique qu'il faut réduire sa consommation en viande rouge et en sucre de 50%, et multiplier par 2,5 sa consommation en fruits et légumes. Il ne s'agit pas d'abolir complètement un régime carné, non, mais de le rendre plus acceptable pour notre santé humaine et pour la santé de la Terre. Pourtant, en Belgique, près de 50% de la population est en surpoids. L'alimentation est un facteur déterminant de la santé. Or, elle est une variable d'ajustement, souvent dans le budget de plus en plus de ménages. Seuls 16% de la production agroalimentaire wallonne nourrissent nos citoyens, alors que 80% d'entre eux ont le souhait d'une alimentation d'origine locale. Et vous le voyez, il faut se rendre compte que moins de 10% des céréales produites en Wallonie sont panifiables. Cela signifie que 90% sont des céréales fourragères. En horticulture, le niveau de production ne permet que 17% d'auto-approvisionnement, alors que la région wallonne veut atteindre 30% d'ici 2028. Donc, même si les différents exemples présentés en début de cette leçon montrent que la Wallonie bouge, ce n'est pas encore suffisant. Et il faut accélérer ce changement. Comment nous, académiques, participons-nous à l'innovation pour développer l'agriculture du futur et accélérer le changement?
Je suis intimement persuadé que pour faire face aux défis futurs de notre planète et continuer à nourrir l'humanité en quantité et qualité suffisante, avec un moindre impact pour l'environnement, l'agriculture doit être diversifiée, aussi bien au niveau des spéculations, la biodiversité, que dans la façon de les produire. La diversité des systèmes de production sera gage de résilience. Par exemple, il suffit de penser aux aléas climatiques de cette année pour se rendre compte que les cultures sous abri y ont joué un rôle important dans la production. Deuxièmement, l'agriculture doit renforcer sa circularité. Et puis, l'agriculture doit engager les acteurs clés afin de permettre aux innovations de percoler rapidement et à grande échelle dans la société et donc d'atteindre des objectifs de diversité et de circularité. Ainsi, le monde académique doit non seulement décloisonner les disciplines et collaborer à l'interface de celles-ci, ce qu'il fait déjà très bien, mais également sortir de ses murs et rencontrer et collaborer avec les acteurs clés selon les principes de la quadruple hélice des acteurs d'innovation, illustrés ici. Limité par le temps, je ne reprendrai ici que quelques exemples de notre faculté, illustrant ces trois prescrits: diversifier, circulariser, engager. Depuis 4 ans, au sein de l'Agriculturist Live, nos collègues Jérôme Bindel, Caroline de Clercq et Benjamin Dumont mettent en place des expériences de longue durée pour reconnecter nos régimes alimentaires avec des systèmes de production durables. Ainsi, le dispositif EcoFood System expérimente et compare 3 rotations sur 8 ans. La première rotation, vous voyez apparaître, est une référence simulant la consommation actuelle, soit en zéro phyto, soit traitée avec des herbicides. La deuxième rotation, au milieu, vise à limiter les flux d'exportation et d'importation et favoriser ce fameux régime recommandé par IC-Lancet. Le troisième scénario est vegan et n'implique pas l'animal, y compris dans l'aspect de fertilisation. L'expérience est en cours. Je vous laisse un peu sur la fin. Il faut attendre. Les résultats ne sont pas attendus pour tout de suite. Cependant, la météo difficile de ces dernières années a rendu le désherbage mécanique difficile. Et, comparé à la rotation de référence, la première, celle qui inclut les prairies temporaires, celle du milieu, montre des densités de mauvaises herbes plus faibles. Ici, les systèmes de production sont bien diversifiés et 2 de ces rotations sont à risque que seul un organisme public peut prendre. La plateforme Wasabi a pris naissance il y a 12 ans et arrive maintenant à une certaine maturité. Au sein de cette plateforme de 5 hectares, avec mes collègues, nous mettons en œuvre différentes disciplines complémentaires pour imaginer la ville de demain, en termes de gestion de l'eau, de la biodiversité et des systèmes de production agricole. C'est une plateforme de recherche, d'enseignement et de démonstration. Et les visiteurs de tout horizon y sont régulièrement accueillis pour découvrir les différents pôles. Sujet de notre leçon, concentrons-nous sur les systèmes horticoles de cette plateforme. Nous l'avons vu, les milieux urbains et périurbains sont propices à l'horticulture et l'élevage à niveau de petite taille. Et donc, les systèmes de production pleine terre et hors sol y sont installés. Ici aussi, nous sommes en présence d'une diversité de systèmes permettant des recommandations d'implantation selon le contexte. Abordons maintenant le thème de la circularité et commençons par la circularité énergétique, celle qui pourrait permettre de limiter les gaz à effet de serre. Dans nos villes, nous voyons fleurir des serres en toiture grâce à un partenariat européen réunissant des expertises complémentaires. Nous avons pu implémenter une serre en toiture sur le bâtiment Terra à Jamblou. Nous avons eu l'honneur qu'elle soit inaugurée par Madame la rectrice, offrant ainsi une belle visibilité au projet. En plus d'être un lieu d'études technico-économiques et un démonstrateur de serre en ville, l'objectif principal était la démonstration d'une économie d'énergie en connectant serre et bâtiments.
Et en termes énergétiques, après 3 années de fonctionnement, la serre se situe en 2e position sur le podium des serres les plus économes. Et ce, malgré la prise en compte de l'énergie grise, celle qu'il a fallu et qui est plus importante pour mettre la serre en toiture. Nous espérons pouvoir coupler les chaleurs perdues du bâtiment Terra afin de gravir la première place. Ainsi, la circularité énergétique est également possible en agriculture. Le consortium de partenaires européens, Groove, et ses fameuses serres, ont inspiré d'autres projets et le consortium a accompagné ou accompagne encore des projets de serres en toiture en Europe. Voici 2 exemples à Bruxelles et en Wallonie. Le premier se situe à Bruxelles. Le projet Elisabeth est un projet visionnaire de construction et d'exploitation privée au cœur de la ville de Bruxelles. Tous les aspects du projet sont surveillés pour minimiser l'empreinte écologique autant que possible, avec pour objectif de réduire au maximum l'impact environnemental de l'exploitation, lors de l'exploitation. Il s'agit d'un projet unique qui combine un site d'agriculture urbaine avec une fonction artistique et culturelle, un projet résidentiel avec des commerces de proximité, ainsi qu'une installation pour des conférences. Le projet intègre l'agriculture urbaine sur le toit du bâtiment, comme vous le voyez sur la photo, dans le cadre d'un écosystème connecté à une production périurbaine, celle-là. Et à terme, cela permettra un flux relocalisé des denrées agricoles. Une oasis verte est créée dans la cour intérieure, au cœur d'un environnement principalement minéral. L'exploitation s'efforce également de prendre en compte, sur le fond, un récit social, artistique, culturel et écologique. C'est un concept holistique, loin du greenwashing. À Charleroi, une serre appelée Greenhouse Lab va également voir le jour. Elle fera partie du district Cleantech. Celui-ci a pour ambition de reconvertir le site du Vercors-Carcide, dit aussi de la Porte Ouest, en se centrant sur les innovations portant sur la transition énergétique, l'économie circulaire, la gestion des déchets. Le Greenhouse Lab sera une serre en toiture d'un des bâtiments du district Cleantech, d'environ 850 mètres carrés. Il est destiné à être un démonstrateur de technologie et d'innovation en matière d'agriculture urbaine et avoir une vision exemplaire à long terme en matière d'utilisation du CO2. Il doit permettre de valider la faisabilité technique et financière, d'intégrer des serres dans un milieu de type industriel et de démontrer les synergies possibles avec les bâtiments. Il doit être aussi la source d'innovation horticole au niveau des productions végétales et permettre des cycles de formation et de sensibilisation en agriculture urbaine sous serre. Il doit encore encourager l'entrepreneuriat dans ces domaines en fournissant une infrastructure de tests partagée dans l'optique du développement d'une alimentation durable sur le territoire de Charleroi Métropole. Et une deuxième phase est également prévue qui se concentrera sur une serre plus grande, d'environ 2000 m², toujours en toiture, pour y déployer de la production en lien avec les autres écosystèmes Carolo existants. Abordons maintenant la circularité des matières organiques. La fertilisation est un enjeu majeur en agriculture, et en particulier pour le maraîchage. Les engrais minéraux dont dépend fortement l'agriculture conventionnelle est basée sur des ressources limitées, comme les mines de phosphore, qui sont réparties inégalement, ou encore perturbent le cycle de l'azote, conduisant, nous l'avons vu, à des phénomènes d'eutrophisation. Notre collègue Caroline de Clercq étudie l'effet de différents amendements avec une volonté d'économie circulaire. Ici, récupérer les déchets locaux et les valoriser. 4 amendements ont été testés. Un compost conventionnel, la drèche de bière de Jean Bloubir, un bokashi de végétaux et des boues aquaponiques. On est bien donc dans des choses très locales. Comme vous pouvez l'observer, les drèches de brasserie ont apporté des résultats remarquables en termes de rendement. Cet apport est associé à une activité microbiologique élevée. Comme quoi, Jean Bloubir ne fait pas que de la bonne bière, mais également aide à faire de bons légumes. Sur Wasabi,
Les systèmes de production hors sol sont également à l'étude, toujours dans un souci de moindre impact sur l'environnement. L'aquaponie en est un bel exemple. Elle permet de produire à la fois du poisson et des plantes comestibles, grâce à des micro-organismes capables de minéraliser les déjections de poissons en éléments nutritifs pour les plantes. En fait, l'aquaculture standard, l'aquaculture de rivière, utilise jusqu'à 200 000 litres d'eau pour la production de 1 kg de poisson, alors que l'aquaculture recirculée permet de réduire ce volume à 350 litres. Et lorsqu'elle est couplée à une culture hydroponique, nous sommes capables de recycler ces 350 litres de déchets en solutions nutritives, les biofertilisants, pour la production de tomates, alors que cette eau aurait dû être assainie en station d'épuration. Cette technique permet de circulariser l'azote et le phosphore, et donc elle contribue à revenir dans les limites planétaires de l'exploitation de ces deux ressources. Avec la bioponie, nous adoptons un principe similaire de circularité. Dans ce cas, il n'y a plus d'animaux vivants dans le système, mais uniquement des matières organiques, par exemple issues de déjections de poules, qui vont être alors minéralisées pour ensuite pouvoir être absorbées par les plantes. Des rendements prometteurs ont été obtenus sans apport aucun d'engrais chimiques. En collaboration avec Oxfam, la bioponie a été transférée au sein de camps de réfugiés dans le désert saharien, montrant ainsi qu'elle est pourvoyeuse de légumes frais, locaux, en utilisant de faibles quantités d'eau et des ressources locales de biofertilisants. De la même façon, en collaborant avec l'université de Lubumbashi, ville minière, Félicien Mununga, un doctorant en fin de parcours, a démontré l'utilité de ce système là où certains sols sont tellement pollués en métaux lourds qu'ils sont devenus impropres à la culture. Il a en plus participé activement à son implantation auprès des maraîchers du choix. Ainsi, le hors-sol peut être très utile en situation de carence de ressources, de pollution et d'imperméabilisation des sols. Et il faut ici souligner que les pays du Sud peuvent être une source importante d'inspiration pour les pays du Nord, car ils expérimentent depuis longtemps la raréfaction des ressources. Mais peut-on aller encore plus loin? Peut-on impliquer les entreprises et avoir une masse critique suffisante qui accélérera la transition vers une circularité des fertilisants? Nous l'espérons, et notamment grâce à la région wallonne qui a mis en place un nouvel instrument très intéressant. Il s'agit des initiatives innovantes stratégiques. C'est en fait un réseau réunissant les acteurs de la quadruple hélice. Prenons l'exemple de Wasabi 2.0. Coordonné par Camille Herben et épaulé par Françoise Bafort pour l'internationalisation et accompagné par Wagralim. Cette initiative vise à stimuler la filière agroalimentaire basée sur la production de fruits et légumes en circuit court et avec des pratiques durables. Elle réunit 64 partenaires de la quadruple hélice et, suite à l'organisation de groupes de travail, de matchmaking, de rencontres, Wasabi 2.0 a identifié plusieurs chaînes de valeur représentatives des atouts et core business de son écosystème, dont la chaîne de valeur qui a pour but, justement, d'améliorer la durabilité de l'horticulture comestible à travers l'utilisation d'engrais organiques. Ainsi, vous le voyez, 19 partenaires wallons sont associés avec 4 partenaires flamands et une dizaine de partenaires européens. Nous sommes en train de rentrer différents projets européens et on espère qu'ils passeront. L'association des secteurs de l'élevage et de l'horticulture contribuera donc aussi à circulariser les effluents des animaux et diminuera ainsi la pression faite aux agriculteurs tenus de respecter la directive européenne dite nitrate. Celle-ci a pour objectif, avec raison, de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole. Mais peut-on aller encore plus loin? N'avons-nous pas oublié l'acteur clé de l'agriculture? L'agriculteur.
Comment l'inciter à adopter des innovations tournées vers la circularité? Comment amplifier le mouvement agricole déjà entamé visant à l'adoption de pratiques innovantes plus durables? Le monde politique, quatrième aile importante de l'hélice, détient certains leviers pour y arriver. Il y a bien sûr la formation, l'accompagnement technique, la mobilisation des jeunes agriculteurs. Les pratiques agricoles innovantes, durables, engendrent des externalités positives qui ne sont pas toujours rémunérées. Faut-il les rémunérer? Et de quelle façon? C'est une question que je vais vous adresser et donc je vais vous demander de reprendre votre smartphone, de recliquer sur le QR code, c'est un QR code différent, donc vous devez absolument le scanner. Et donc voilà la question. Quelle est selon vous l'action qui aura le plus d'impact sur l'adoption de pratiques agricoles durables? Les effets de libre marché, créer une filière premium, offrir des subventions publiques pour l'adoption de ces pratiques durables, adapter les assurances pour couvrir les risques liés à l'adoption de ces nouvelles pratiques, offrir des crédits d'impôt. Donc là, je vous laisse un petit peu plus de temps pour faire votre choix. Ah, on me dit de nouveau dans l'oreillette. Merci, monsieur le maître de cérémonie. N'oubliez pas de valider. Une fois que vous avez fait votre choix, les avis sont partagés. Il reste encore une vingtaine de secondes pour les derniers qui n'auraient pas répondu. Ah, 10 dernières secondes. Voilà, on est presque arrivé au maximum. Donc vous le voyez, les avis sont partagés entre l'offre de subventions publiques, l'adaptation des assurances pour couvrir les risques. C'est à réfléchir. Peut-être qu'il y a des actions complémentaires à mener sur le sujet. En tout cas, avant de pouvoir rémunérer ces externalités positives, il y a évidemment un préalable, qui est de mettre en place des indicateurs environnementaux, la biodiversité, la qualité des sols, la gestion de l'eau, la réduction des intrants, l'empreinte carbone. De nombreux indicateurs existent déjà. Il faudrait se mettre d'accord sur lesquels choisir, un peu comme les Nutri-Score, et les appliquer. En plus de ces solutions proposées, on peut aussi s'inspirer de l'existant. Par exemple, nous pourrions nous inspirer de sociétés coopératives telles que Milpa en France. Elles accompagnent la gestion opérationnelle et stratégique de l'exploitation pour l'apprentissage de pratiques tournées vers l'organique, la circularité. Milpa garantit un revenu dès la première année, au cas où la transition est plus difficile que prévu, si le revenu de l'agriculteur est supérieur au minimum garanti. Il est alors partagé avec la coopérative, ce qui permet de garantir aux autres adhérents ce revenu minimum. Il existe en Wallonie un mécanisme de tax shelter pour le cinéma. Pourquoi ne pas l'appliquer pour les pratiques agricoles durables qui seraient adoptées? Ainsi, les investisseurs privés pourraient bénéficier d'une réduction d'impôt proportionnelle à leur investissement. Et si l'exploitation subit des pertes économiques au cours des premières années, à nouveau en raison de la transition vers ces pratiques durables, les investisseurs pourraient déduire une partie de ces pertes de leurs impôts. En contrepartie, l'agriculteur bénéficierait de capitaux lui permettant d'investir dans des pratiques innovantes, durables, tout en réduisant ses risques. Mais peut-on aller encore plus loin? Ici, en incluant la société civile. Comment sensibiliser et engager celle-ci? Comment l'aider à l'acceptation de certaines techniques ou pratiques? Le goût des consommateurs ne serait-il pas une porte d'entrée?
ne permettrait-il pas de dédiaboliser l'utilisation de déjections animales, par exemple, en tant qu'engrais, tant en pleine terre qu'en hors-sol? Hors-sol, comme je vous l'ai déjà dit, qui est souvent mal vu du grand public. Rappelons que l'agriculture n'a pas uniquement la fonction de nourrir. C'est aussi la porte d'entrée pour sentir, goûter, créer des liens autour d'un bon plat, d'un bon repas. La nourriture et le goût font partie du patrimoine culturel. Ainsi, tirant parti de la plateforme Wasabi, où plusieurs systèmes de production sont en place sur un même lieu géographique, Arthur Libaud, ingénieur, a cultivé cette année des laitues en pleine terre, à l'air libre, ou des laitues en pleine terre sous abri, ou en aquaponie, ça n'a pas de secret pour vous, ou en hydroponie, afin d'en mesurer les propriétés physiques, chimiques et organoleptiques, et ce, en collaboration avec le professeur Ayadi. Les résultats sont surprenants. Le consommateur ne fait pas de différence entre les laitues cultivées hors sol et pleine terre sous abri. Donc, 3e, 4e et 5e colonne. Et ils préfèrent ces laitues. Par contre, ils aiment moins les laitues cultivées pleine terre à l'air libre. Les maraîchers des parcelles pleine terre de Wasabi, Adrien Neut et Sam Goblet, vendent les productions non soumises aux analyses scientifiques aux étudiants, au personnel de la faculté et bientôt à son restaurant. Cela permet à ce public de bénéficier de fruits et légumes non traités à un prix, nous l'espérons, raisonnable. D'ici peu, grâce à un partenariat fort avec la ville de Gembloux et avec l'aide précieuse de Greensurf, nous pourrons accueillir une communauté de Gembloutois, les habitants, les employés de la faculté, les étudiants de la faculté, leur offrant ainsi une opportunité unique de produire leurs propres fruits et légumes et de s'inspirer de la plateforme Wasabi. Voici donc quelques actions jetant les ponts entre la société civile et l'université, et qui, nous l'espérons, sensibilisent, engagent la société dans la transition agricole. Les défis liés à notre alimentation sont essentiels et interdépendants. À l'issue de ma présentation, j'espère vous avoir convaincu que les innovations en agriculture doivent contribuer à restaurer la santé de notre planète, tout en assurant un plancher social minimum. Ces innovations, pour être pertinentes, doivent engendrer des systèmes de production et des pratiques diverses et variées afin d'assurer la résilience de nos systèmes. Face aux enjeux planétaires, la circularité est de mise pour respecter ces enjeux. Et c'est ce qui nous préoccupe aujourd'hui à Gembloux. La Wallonie, petit à petit, adopte ces innovations, mais pour une adoption massive et rapide, nous devons engager l'ensemble des acteurs clés de nos sociétés. Les défis planétaires appellent à une politique globale qui unifie et coordonne l'ensemble des secteurs. Agriculture, santé, emploi, éducation, économie, sociale, environnement, tout en assurant la mise en œuvre des principes de sécurité et de souveraineté alimentaire. C'est une urgence, non seulement pour les générations futures, mais pour nos jeunes d'aujourd'hui. Nous devons nous y engager, ici, tous ensemble, dans la mesure de nos moyens et de nos responsabilités propres. Mesdames les ministres, je m'adresse évidemment à leurs représentants, vous avez une responsabilité particulière qui demande leadership et ambition. Chers collègues, face à ces challenges, nous, académiques, devrions adopter un esprit de collaboration sincère, capable de féliciter et stimuler tous nos pairs qui s'engagent pour relever ces défis et qui s'efforcent d'engager l'ensemble des acteurs clés du changement. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l'élaboration de cette leçon, particulièrement ceux qui défilent en ce moment sur l'écran, et je vous remercie pour votre attention.
Merci pour cette leçon. Avant de passer à la dernière partie, je voudrais ici à un moment donné, comme chaque année, chers étudiants, chères étudiantes, on va vous faire part d'un événement qui a eu lieu donc, en octobre 1988, où un terrible accident coûtait la vie à 2 étudiants de Jean-Blou Agrobiotech, Éric Daugimont et Dominique Van der Elst, pendant qu'ils se dévouaient au sein de la communauté estudiantine. Les familles et la faculté perpétuent le souvenir de ces 2 personnalités en primant des étudiants dont le comportement met en exergue des valeurs d'humanisme, de solidarité et d'implication sociale qui sont au cœur des valeurs de notre institution. Nous parlons régulièrement de la notion de famille jeanbloutoise. Cette initiative en est l'une des illustrations. En effet, la coopération, l'altruisme, le fait de se rendre disponible pour les autres, sans rechercher d'avantages individuels, cela crée finalement un bénéfice réciproque. Faire le bien pour le bien lui-même. C'est en phase avec l'évolution biologique qui est orientée par des phénomènes d'interaction et de dépendance mutuelle, sans doute un lien avec la leçon du jour. À l'université, dans la communauté estudiantine en particulier, c'est l'intégration de la notion de service que chacun peut rendre à l'autre qui correspond à la solidarité et qui crée la fonctionnalité de cette communauté. Les prix qui vont être remis ont pour objectif de récompenser d'une part des travaux réalisés par des étudiants de Jean-Blou Agrobiotech mettant clairement en évidence les implications sociales, culturelles et humanistes, et d'autre part des étudiants particulièrement actifs dans l'aide à leurs collègues. Je profite de l'occasion pour vous adresser un appel aux dons pour consolider la fondation et perpétuer le souvenir de nos 2 étudiants. Merci d'avance pour votre générosité. J'invite les parents d'Éric Daugimont à monter sur la chaire pour remettre avec moi les différents prix. Les parents de Dominique Van der Elst ne pouvaient malheureusement pas participer à notre cérémonie, mais l'un de leurs enfants est présent et donc je l'invite également à me rejoindre. Un premier prix de 1 500 € est attribué à Ange Valor Djegoué pour son TFE sur la réduction de la pression exercée sur le parc national de la Salonga en RDC, menacé par la déforestation et la chasse. Il a travaillé sur la relance de l'évéaculture avec l'objectif de proposer des alternatives économiques durables aux communautés locales. Il a contribué à mieux faire comprendre les enjeux économiques et écologiques d'adopter des pratiques d'agriculture durable et de participer activement à la préservation des ressources naturelles. J'invite M. Djegoué à monter sur la scène. Deux prix d'encouragement de 500 € sont décernés à Maël Bercy et Lou Borgers pour leur stage réalisé au Pérou au sein de l'ONG Île de Paix pour la mise en œuvre d'un conseil en irrigation et pour l'optimisation de la gestion de l'eau pour les cultures locales. Ça va paraître plus dur. Enfin, deux prix de 300 € récompensent des étudiants particulièrement actifs dans l'aide à d'autres étudiants de la faculté. Un prix est attribué à M. Félicien Mununga Katebe pour son grand dévouement au service des étudiants internationaux. Il s'est chargé de l'accueil des nouveaux arrivants et a joué un rôle clé dans l'organisation de nombreuses activités sociales pour dynamiser la vie des résidents de la Maison Nord-Sud tout en veillant au respect de l'ordre de la structure. Il aura donc contribué à renforcer la cohésion au sein de la communauté.
Je vais poursuivre dans la foulée avec le second prix pour un autre de nos étudiants. Il s'agit de M. Cyril Cresmer. À travers ce prix, le comité de gestion souhaite remercier M. Cresmer pour son engagement discret mais solide en faveur des étudiants à travers plusieurs mandats. Co-président de la FED en 2023-24, trésorier l'année précédente, il a participé à défendre les intérêts des étudiants de Gembloux à l'ULiège et les a aidés dans leur parcours académique au sein de la faculté. Il continue à être actif, notamment dans les dossiers du restaurant facultaire et des logements étudiants que j'évoquais tout à l'heure, de l'ombre à la lumière en ce jour. Donc, je l'invite aussi à nous rejoindre. Peut-être la prouesse technique. Oui. Très bien, donc au nom du comité de sélection, je remercie tous les candidats ayant déposé leur candidature pour ce prix. Le jury félicite nos étudiants pour leur dynamisme, leur créativité et leur générosité. À travers leur action, ils perpétuent l'esprit d'Éric et Dominique. Sans plus tarder, je cède la parole à notre rectrice pour la dernière partie de cette séance académique. Madame la rectrice. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, monsieur le doyen, chers et chers collègues, chères et chères étudiantes, c'est toujours avec beaucoup de plaisir et un grand honneur que je clôture cette cérémonie et je voudrais remercier monsieur le doyen pour cette invitation. Je voudrais aussi remercier le professeur Gijacli pour cette très belle leçon inspirante. Je pense que cette leçon démontre encore une fois l'importance du domaine disciplinaire qui est le vôtre comme un des piliers pour une planète soutenable. Mais cette leçon nous questionne également. Elle nous questionne sur l'évolution du métier, bio-ingénieur, bio-agro-ingénieur, et sur les formations qui doivent s'ajuster. Et pour rappel, en 2020, je crois que c'était 2022, voilà, rappelez-vous, vous aviez une série d'étudiants d'AgroParisTech qui fustigeaient leur formation et appelaient toute une série de camarades de renoncer à leur carrière prestigieuse classique pour s'impliquer dans des projets de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, je ne pense pas que ce soit cet appel qui peut expliquer la diminution du nombre d'étudiants que nous constatons dans nos facultés, dans cette faculté aussi. Je ne pense pas que ce soit cet appel, mais cela nous pousse quand même à réfléchir sur qu'est-ce que nous avons mis en place dans nos enseignements, dans nos méthodes d'enseignement pour répondre à la préoccupation des étudiantes et des étudiants. Et je pense que nos enseignements doivent, et vous l'avez dit, doivent changer d'objectif. D'un objectif orienté vers la production de masse, vers un objectif de production suffisante mais soutenable. Et cela implique, comme vous l'avez bien souligné, une ouverture vers d'autres disciplines, la collaboration, la transdisciplinarité, bien évidemment vers l'économie, l'entrepreneuriat, mais aussi vers le droit, vers les sciences humaines et sociales pour expliquer les comportements, vers l'architecture, vers la santé, vous l'aviez évoqué aussi.
Ça nous pousse aussi à aborder franchement les questions de responsabilité et d'éthique dans nos formations, et je sais que cela est déjà initié à la faculté de Jean Blou et j'en suis très heureuse. C'est grâce à cette réorientation, à une telle réorientation et bien évidemment à l'excellence de nos enseignements que nous pourrons attirer les étudiants vers nos formations à l'Université de Liège. Je me réjouis que cette réorientation soit initiée dans cette faculté. Voilà, je n'irai pas plus loin. Merci beaucoup. Je déclare donc l'année ouverte à la faculté de Jean Blou comme dans l'ensemble de l'Université de Liège. Merci pour cette cérémonie. Et puis je laisse la parole à Monsieur le doyen pour... Que tu peux conclure, tu sais quelle est la dernière étape? La dernière étape, c'est le moment le plus joyeux de cette cérémonie avec le chant des étudiants. Merci beaucoup.